Au-delà du tumulte terrestre, un troisième visiteur interstellaire, 3.2, Atlas, fonce en direction de Mars, à quelques jours seulement d'un survol si rapproché que toutes les agences spatiales devraient tirer la sonnette d'alarme. Pourtant, les flux de missions se taisent, les déclarations officielles s'évanouissent, et la trajectoire de cet objet tranche presque à plat dans notre plan planétaire, une prouesse qu'aucun simple astéroïde ne devrait accomplir. Avec son chemin verrouillé, un couloir incliné à seulement 5 degrés par rapport au disque du système solaire et une vitesse hyperbolique. Il traverse un espace familier comme s'il y était guidé. Pourquoi les télescopes du monde entier se sont-ils tus pendant que Triae, Atlas, se rue vers Mars à vive allure? Et si la réalité s'avérait bien plus extraordinaire et troublante que ce qu'on ose confesser? Le mutisme ne fait que s'amplifier à mesure que la rencontre se profile. Mars, muette et rougissante, vogue à peine 18 millions de miles de la route incursive de 3i, Atlas, assez près pour que ses sondes captent chaque nuance, à condition que quelqu'un observe. Mais les diffusions officielles de Mars Express et du Trace-Gas orbité demeurent presque vides. Pas de communiqué de presse, pas de rapport de mission. Les flux de données brutes, habituellement prompts à révéler des tempêtes de poussière martienne ou des givres saisonniers, se limitent désormais à des observations standards. Aucune allusion à cet intrus interstellaire filant dans leurs cieux. Dans les salles de contrôle des missions, les emplois du temps ont bougé discrètement. Les équipes d'instruments ajustent en douce leurs fenêtres d'observation, insérant des passages haute résolution et recalibrant les spectromètres pour traquer l'eau, la glace, les composés organiques et les signatures isotopiques. Pourtant, ces modifications passent inaperçues du grand public. Seuls des indices subtils émergent des journaux techniques, horodatage enfoui, ajustement discret aux listes de cibles, pendant que l'attention mondiale reste rivée sur d'autres actualités. La fenêtre de survol se compte en jours, non en semaines. Au plus près, Triae Atlas frôlera Mars à plus de 61 km par seconde. Sa chevelure et sa queue, vaguement discernables pour toute caméra bien orientée. À titre de comparaison, le précédent objet interstellaire, Boris, n'avait jamais approché une planète à moins de 150 millions de miles. Désormais, un hôte cosmique fend presque 5 degrés au-dessus du plan du système solaire, empruntant un couloir qui le place à portée de Mars, une configuration si plane et exacte que les experts en orbite la qualifient de programmée. Et le silence persiste. Aucune agence ne daigne informer le public. Le cortège habituel de scientifiques de mission, si prompt à proclamer une trouvaille ou à alerter sur un danger, s'est effacé. Même les réseaux d'amateurs, ces veilleurs insomniaques bardés de caméras qui enflammaient jadis Discord et Telegram à chaque nouveau visiteur céleste, se retrouvent à court de nouvelles. La confrontation est imminente, en jours à peine, et la seule évidence réside dans le fait que les observateurs les mieux placés du monde profèrent presque rien. La interrogation plane. Dans un système solaire fondé sur la science ouverte, que signifie-t-il quand les témoins les plus proches optent pour le silence? Le 1er juillet 2025. Par une nuit calme dans l'hémisphère sud, l'enquête Atlas au Chili a repéré un objet faible et rapide dans ses balayages automatisés, un élément qui ne collait à aucune orbite solaire connue. En quelques heures, l'alerte a alerté les analystes orbito-planétaires. À l'aube, le Centre des planètes mineures avait enregistré les premières données astrométriques et la chasse aux images antérieures était lancée. Dans les archives numériques de la Zwicky Transit Facility, une poignée de clichés du 14 juin révélait la même trace, tapie en évidence des semaines avant sa détection formelle. Chaque donnée supplémentaire affinait l'orbite, et les chiffres narraient un récit sans équivoque. Il s'agissait d'un intrus des abysses spatiaux. La solution orbitale s'est cristallisée en quelques jours. Excentricité supérieure à 1. Vitesse hyperbolique excédentaire mesurée à 58 km par seconde en approche. L'inclinaison, juste en dessous de 5 degrés par rapport à l'écliptique, sautait aux yeux. La plupart des objets interstellaires traversent le système solaire sous des angles raides, mais Triae Atlas se distinguait. Sa route épousait le plan des planètes, un couloir si rectiligne que la projection le menait à travers le système interne avec une précision surnaturelle. Mars, Terre, Vénus et Jupiter se trouvaient chacun dans une bande d'approche étroite, comme si l'objet suivait un itinéraire tracé par un ingénieur de mission. Pour les spécialistes de la dynamique orbitale, ce n'était pas seulement exceptionnel, c'était presque inouï. Les modélisations indiquaient que, parmi des milliers d'entrées interstellaires aléatoires, seule une poignée engendrait une séquence multiplanétaire aussi coplanaire. L'équipe Atlas, dirigée par des astronomes chevronnés de l'enquête, a transmis ces données à des modélisateurs orbitaux et experts statistiques. Chacun a exécuté des ensembles Monte-Carlo, projetant la solution en arrière et en avant sur des millions d'années. Les conclusions étaient irréfutables. Aucune liaison antérieure au système solaire, aucune origine plausible dans le nuage d'Oort. Triae Atlas avait surgi du champ galactique, libre de l'emprise du Soleil,
sur une trajectoire sans retour. Les probabilités d'un tel chemin corridor-like, inférieur à 1 sur 500 pour les populations interstellaires connues, alourdissaient chaque estimation ultérieure. Pour la communauté scientifique, les enjeux étaient limpides. Un objet interstellaire, validé par des archives et des données en direct, s'apprêtait à balayer le cœur du système solaire. Son NIP, l'orbite hyperbolique, a posé les bases de tous les événements ultérieurs. Un passage serré près de Mars, une suite de rencontres planétaires, et une impression croissante que ce n'était pas un simple astre errant. Les données étaient là, et les interrogations ne faisaient que commencer. À 6,4 unités astronomiques du Soleil, bien au-delà de la ligne de givre, 3 cristaux de glace se sont illuminés. Cette première flambée de luminosité, repérée par les équipes de photométrie de l'hémisphère sud, a brisé toutes les règles habituelles des comètes. La glace d'eau ne devrait pas se sublimer à cette distance. Pourtant, la courbe de lumière a monté, descendu, puis remonté, formant un motif qui évoquait moins un dégazage constant qu'un pouls vivant. Des explosions intermittentes, durant des heures à plusieurs jours, conféraient à la comète un rythme respirant. Les chiffres ne trompaient pas. Des amateurs et professionnels, connectés via Discord et des canaux Slack nocturnes, suivaient les sauts de magnitude de moitié d'étoile, puis les affaiblissements, suivis de nouveaux bonds. Aucune comète ordinaire ne palpite ainsi. La physique des poussières posait un autre casse-tête. Des images haute résolution venues du Chili et d'Afrique du Sud montraient des segments de queue se courbant vers le Soleil, à contre-courant du flux de vent solaire attendu. Le modèle classique prévoit des poussières légères et rapides s'éloignant du Soleil, formant une queue antisolaire typique. Ici, la queue était tordue, avec des amas denses traînant en arrière et parfois se pliant vers l'avant. L'analyse spectrale révélait une prédominance de grains plus lourds et lents, des particules qui auraient dû sédimenter rapidement ou ne pas s'échapper du tout. La forme de la queue, cartographiée en détail par les analystes photométriques, résistait à des explications simples. Certains évoquaient des effets magnétiques, d'autres des poches de composés volatiles expulsés en jets, mais aucun accord n'émergeait. La courbe de lumière, tracée sur des semaines, ne s'apaisait pas. Au contraire, elle scintillait. Chaque sursaut dévoilait un nouvel afflux de gaz et de poussière. Chaque accalmie indiquait une halte ou un scellement sur une vent active. L'amplitude et le rythme de ces pulsations ne correspondaient ni à la rotation solaire ni à un déclencheur périodique connu. L'objet semblait réagir à des mécanismes internes, plutôt qu'à un chauffage externe. Pour les observateurs, cela signifiait des nuits blanches à traquer des éruptions imprévisibles, à réajuster les instruments pour saisir le prochain pic. Pour les théoriciens, cela impliquait de repenser les modèles de chimie des glaces interstellaires et de contraintes thermiques. Lorsque 3 glaces Atlas a atteint l'orbite de Jupiter, le rapport poussière-gaz était déjà déséquilibré. Des estimations de masse basées sur la brillance de la chevelure suggéraient que plus de matière quittait le noyau que sa taille ne pouvait raisonnablement expliquer. Certaines équipes plaidaient pour un cœur plus vaste et riche en volatiles. D'autres spéculaient sur une fragmentation ou des cavités souterraines alimentant l'excès. La seule évidence était que la physique cométaire standard peinait à suivre. Les campagnes photométriques professionnelles s'intensifiaient, passant d'un mode d'enquête routinier à une surveillance multicouleur à cadence élevée. Des instruments réglés sur l'eau, le monoxyde de carbone et les signatures organiques tournaient à plein régime. Les observateurs enregistraient chaque hausse de luminosité, chaque anomalie de queue, renforçant l'idée que 3 œils Atlas n'était pas un vagabond glacé banal. Le comportement déviant de l'objet dès le départ réclamait de nouveaux outils, de nouveaux regards, et une détermination à suivre les données où qu'elles mènent. Tous les grands télescopes ayant une vue sur 3I Atlas étaient en alerte maximale, même si peu l'admettaient ouvertement. Au centre des opérations spatiales européennes, les contrôleurs de Mars Express ont glissé de nouvelles coordonnées dans le planning de la semaine. Les spectromètres des orbiteurs de gaz trace, ajustés pour le méthane et la vapeur d'eau, étaient discrètement réorientés pour sonder la chevelure de la comète en quête d'organique et d'isotopes rares. Chaque modification était notée dans des bulletins techniques, jamais dans des communiqués de presse. Les ajustements restaient discrets. Un passage supplémentaire par-ci, une fenêtre décalée par-là, mais ils s'accumulaient en une opération axée sur la rapidité et la discrétion. De l'autre côté du système solaire, le télescope spatial James Webb avait dégagé des heures précieuses de son agenda surchargé. Dans le cycle de mars à septembre, une proposition accélérée avait mobilisé les instruments NIRSPEC et MIRI de JWST, à la recherche des traces de molécules primitives, d'organique, de silicate et de monoxyde de carbone conservées depuis le voyage stellaire de la comète. Les notes des évaluateurs, visibles uniquement en résumé, qualifiaient l'événement d'opportunité sans précédent. Pourtant, l'allocation finale incluait un avertissement. La période d'occultation approchait,
et même le bouclier solaire de JWST ne pouvait se tordre pour capter la comète durant la conjonction solaire. Les responsables de Hubble avaient approuvé une série de séquences d'imagerie à cadence élevée, centrées sur l'aura brillante de poussière et de gaz entourant le noyau. Les premiers résultats laissaient entrevoir un mystère. La masse de matière éjectée, déduite de la luminosité de la chevelure, dépassait largement ce que la taille estimée du noyau pouvait justifier. Si le cœur mesurait moins de 6 km de diamètre, comme l'indiquaient les images directes, alors le débit d'émission devait être propulsé par autre chose que le seul chauffage solaire. Certaines équipes invoquaient des réservoirs cachés ou une fragmentation en cours. D'autres recommandaient la prudence, soulignant les marges d'erreur qui hantent toujours la science cométaire à cette distance. Au-delà de l'eau via les canaux officiels, un réseau mondial d'astronomes amateurs est devenu le pilier d'une surveillance ininterrompue. En Afrique du Sud, au Chili et en Australie, des équipes coordonnées défient l'aube pour enregistrer chaque flambée. Les serveurs Discord et Telegram s'illuminent de mesures photométriques brutes, d'images spectrales instantanées et de sauts de magnitude horodatés. Des querelles surgissent autour des techniques de calibration et de l'accès aux instruments, pourtant le flux d'informations reste incessant. Lorsque la chevelure vacille ou que la queue se courbe, ce sont souvent les passionnés qui repèrent l'anomalie en premier, parfois des heures avant que les observatoires pro ne s'alignent. À mesure que la période d'aveuglement se profile, chaque relevé pèse lourd. Les sondes en orbite martienne deviendront bientôt les uniques regards dégagés. Hubble et le JWST devront cesser leurs activités, leur protocole d'évitement solaire les excluant du spectacle. Pendant un court laps de temps, le sort de l'expédition dépend d'une poignée d'engins spatiaux et de la détermination d'une communauté dispersée, tous à l'affût de signes indiquant que cette hôte interstellaire dépasse le simple statut de comète ordinaire. L'horloge tourne, et le torrent de données se mute en bouée de sauvetage. Dans les semaines précédant le périhélie, le mutisme officiel s'alourdit. Les prépublications se tarissent. Les ateliers de conférences ferment leurs accès. Les rapports techniques, autrefois quotidiens, arborent désormais des mentions comme « sécurité opérationnelle » ou « revue interne uniquement ». Les chercheurs, qui échangeaient jadis des notes sur Slack concernant les choix de filtres, s'expriment maintenant en langage codé ou se taisent complètement. Quelques fuites émergent. Des extraits de journaux de bord mission, une chaîne d'emails expurgés portant le titre « Embargo » sur les données jusqu'à nouvel ordre. Même le flot habituel d'images brutes de Mars Express se réduit à un filet. Les informations sont là, mais l'accès est verrouillé, parfois pendant des jours. Dans ces couloirs muets, une irritation couve. Avi et son groupe de partisans des interceptions tardives plaident pour un survol de dernière minute par une sonde. Juno, réaffectée, pourrait tenter une approche. La réponse fuse, impossible. On invoque les lignes budgétaires. On met en avant le risque pour la science principale. Dans un échange Slack, un responsable de projet tape « Pas question ». Priorité mission fixée, pas de Delta V disponible. La proposition s'éteint en commission, sans jamais débattre publiquement. Pendant ce temps, des murmures circulent dans les réseaux amateurs. Une fuite Slack suggère une anomalie technique, mais les précisions sont effacées avant de toucher les circuits plus larges. À chaque rumeur répond une contre-rumeur. Les données sont retenues pour une publication synchronisée ou bloquées pour prévenir les faux-semblants. La fenêtre d'aveuglement approche, emportant l'impression que les meilleurs éléments pourraient demeurer scellés. Pour l'instant, les couloirs de la planétologie résonnent de silence. Un silence trop oppressant. Fin septembre 2025. Le décompte vers le périhélie est lancé. Mais pour les astronomes terrestres, la perspective s'apprête à s'effacer. Tandis que 3i Atlas se rapproche du Soleil, sa distance angulaire apparente avec notre étoile chute sous les 15 degrés, noyée dans l'éclat diurne. Hubble et le télescope spatial James Webb, contraints par leurs règles strictes d'évitement solaire, entrent en pause imposée. Leurs journaux d'observation, récemment regorgeant d'entrées horodatées et de notes urgentes sur les calibrages, virent au blanc. Pendant près de 2 semaines, du 29 octobre au 10 novembre, les instruments les plus affûtés de la planète se retrouvent aveugles face à l'intrus interstellaire en pleine effervescence. Mars, à seulement 18 millions de miles en retrait, émerge comme le seul poste d'observation doté d'une vue directe. Mars Express et l'orbiteur Trace-Gas, non conçus pour traquer les comètes, glanent ce que leurs capteurs permettent. Leurs opérateurs, opérant dans l'ombre d'un mutisme institutionnel, pivotent les spectromètres, redirigent les prises de vue et expédient les paquets de données par l'étroite lucarne avant que les interférences solaires ne brouillent les liaisons. Chaque kilo-octet est précieux. Le destin de l'opération repose désormais sur la robustesse de ses satellites et l'inventivité de leurs équipages. Au bord de l'auréole solaire, les sondes SOHO et Stéréo veillent. Leurs coronographes, destinés à occulter la lumière directe et à déceler les plus faibles émanations de plasma,
pourraient entrevoir 3I Atlas effleurant leur zone. Mais ce sont des regards obliques, réactifs à la luminosité, insensibles aux signatures moléculaires ou aux vitesses des grains de poussière qui animaient les phases initiales. Le flux d'informations, jadis débordant, se resserre en minces filets. L'occultation est complète. Pour la première fois depuis sa détection, le récit de 3I Atlas se poursuit hors de portée des outils terrestres, laissant la communauté en suspens pour la suite. 31 octobre 2025. Perihélie. Pendant des mois, le débat a tourné autour d'une interrogation persistante. Quelle est l'ampleur réelle du noyau de 3I Atlas? Les premières images de Hubble et du JWST limitaient le cœur à moins de 6 km, mais à l'approche de Mars, les estimations ont grimpé. Certains modèles photométriques, alimentés par la masse phénoménale de poussière éjectée de la chevelure, plaident désormais pour un cœur atteignant 10 km de diamètre. Si c'est exact, il s'agit d'un colosse parmi les voyageurs interstellaires, avec des répercussions sur tous les cas envisagés. Les simulateurs de scénarios s'activent pour tracer l'issue finale. 3 destins principaux animent les échanges. La fragmentation disperserait de des fragments d'orbite parsème la trajectoire. Chaque morceau offre un aperçu sur l'architecture secrète de la comète. Une éruption spectaculaire, un jaillissement brutal de gaz et de poussière, pourrait indiquer un effondrement imminent ou un cœur instable, chargé de composés volatiles, qui lâcherait toutes ces révélations en un seul coup d'éclat destructeur. Mais si l'objet tenait bon, cela poserait les interrogations les plus pointues. Au cas où 3I Atlas franchirait le périhélie sans dommage, conservant sa trajectoire de survol à faible inclinaison intacte, les experts devraient non seulement justifier sa robustesse, mais aussi son dessin, qu'il soit d'origine naturelle ou artificielle. Les chercheurs conventionnels privilégient l'idée d'une comète venue d'ailleurs, gorgée de matière volatile, dont les anomalies s'expliqueraient par des couches de glace enfouies et des réactions chimiques exotiques. Néanmoins, un petit groupe déterminé défend l'hypothèse d'une sonde extraterrestre, en soulignant son chemin rectiligne et ses poussées intermittentes. Aujourd'hui, le noyau demeure voilé par la luminosité intense et les conjectures. Le dénouement se profile au cœur des flammes solaires. Bien que l'analyse soit poussée à l'extrême, plusieurs énigmes perdurent. L'origine de ces cycles d'activité, la composition de ces particules de poussière compacte, et la raison pour laquelle sa masse ainsi que les dimensions de son coma s'écartent des schémas classiques. Pendant la conjonction avec le Soleil, les télescopes terrestres ont cessé leur relevé, ne laissant que les sondes en orbite autour de Mars et les instruments solaires assurer une veille limitée. Les données accumulées confirment une vérité essentielle. 3I Atlas a bousculé les fondements de l'astronomie cométaire et mis en lumière de sérieuses failles dans la diffusion des informations exceptionnelles par les organismes scientifiques. Les événements survenus au périhélie et la véritable essence de cet astre relèvent encore des annales à venir pour être élucidés.